ISA, la plus prestigieuse école de qualité distinguée premier prix excellence de la qualité CEDEAO. Plus besoin d'aller étudier en Europe, aux États-Unis ou au Canada. ISA certifié ISO 21001 version 2018 et ISO 9001 version 2015 vous offre des formations de qualité. ISA, c'est plus de 80% des diplômes opérationnels, licences et masters accrédités CAMES. Nous pouvons avoir des mêmes formations que nous avons en Europe, nous pouvons bénéficier des mêmes formations et dans les mêmes conditions, avec bien sûr en surcoût quelque chose de moins cher et adapté à notre environnement. Cours en ligne disponible à l'ISA, possibilité de payer la scolarité avec des produits agricoles, 50% de réduction des frais d'inscription, site web www.esatogo.com. ISA, le label des diplômes de qualité. Et Djouagben, le pays est gâté. Rassurez-vous, ce ne sont pas mes mots, mais les mots d'un groupe d'artistes dont Olébig qu'on a vu circuler ces derniers temps sur les réseaux sociaux, résumant tout simplement la raison qui pousse les artistes togolais à quitter le pays pour aller s'installer en Europe ou aux États-Unis tout en abandonnant la... Ils sont nombreux ces artistes, Olébig, Papou, Certi, Ali Diaz. La liste est tellement longue, on ne va pas tout citer, mais on verra. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour que les artistes fuient le pays petit à petit pour aller s'installer ailleurs et abandonner leur art. Quel avenir pour les jeunes artistes togolais? On en parlera ici avec un invité de prestige que nous recevons pour la toute première fois, Patrick Amenga, que je ne présenterai plus vraiment au grand public, mais sait-on jamais. Disons que c'est un architecte devenu un présentateur hors pair qui a dominé la scène culturelle togolaise au moins plus de 25 ans. Il a même laissé le micro, mais il peine à trouver un successeur à la taille de son talent. Nous le recevons aujourd'hui. Je rappelle également que c'est un promoteur culturel. Patrick, bonsoir. Bonsoir Roger, bonsoir à vos téléspectateurs. Je suis heureux d'être là, de l'opportunité que vous m'offrez de partager avec vous, on va dire, l'amour de notre pays, le Togo. L'amour du pays, le Togo, qui nous rassemble. Patrick, vous connaissez mieux les artistes togolais et vous connaissez également ce phénomène dont on va parler aujourd'hui. Alors, à la question de savoir pourquoi les artistes togolais quittent le pays, Caporal Wisdom, artiste de la chanson togolaise que nous connaissons très bien également, répond à Togo Top News que l'art ne nourrit pas son homme au Togo. Il rappelle également que le seul revenu sur lequel l'artiste peut compter, ce sont les concerts. Là encore, il y en a très peu ces dernières années. Et puis, il souligne pour conclure que même le Bitogra donne que des miettes aux artistes. Bon, est-ce que ce sont les conditions sociales et puis économiques du pays qui poussent les artistes togolais à partir comme ils le pensent? Moi, je suis soulagé que Caporal ait tout dit. Parce que justement, dans ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est un artiste engagé, c'est un artiste qui n'a pas besoin, on va dire, d'attester, on va dire, son engagement et son amour du pays pour les choses. Et Caporal, quand les choses sont bien faites, il dit que c'est bien fait. Quand c'est moins bien fait, il le dit aussi avec objectivité. Donc, effectivement, il a tout dit. Des cachets qui sont petits, il peut pas en vivre, des droits. En fait, le problème des droits d'auteur, c'est d'abord une question de perception. Si les droits ne sont pas perçus de façon efficace, la collecte, elle est maigre, et donc forcément ce qui est à partager va être maigre aussi. Et donc, bien sûr, je pense qu'il y a quelques années, quand on a mis en place l'INAM, il a été question d'enrôler les artistes sur l'INAM, mais ça, je pense que c'est pas fait non plus. Donc, même quand ils sont actifs, c'est difficile d'en vivre. Alors, ne me dites même pas quand vous êtes à la fin de votre vie, est-ce que vous avez cotisé, est-ce que vous avez une retraite, comment est-ce que vous finissez. King, que je salue, a par exemple mis en place un projet Fiazipé pour distinguer, mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, effectivement, les conditions de vie des artistes, en tout cas, oui, c'est difficile. Alors, quand vous parlez des collègues qui sont maigres, à quoi cela est dû? Pour collecter des ressources, ça veut dire qu'on met par exemple des boîtiers sur tous ceux qui sont consommateurs ou utilisateurs de musique. Donc dans les boîtes de nuit, dans les hôtels, dans les radios, dans les télés. Et donc on a donc un mécanisme de collecte efficace qui permet que chaque fois que votre chanson, votre création musicale, votre création artistique est jouée, eh bien c'est collecté et tout ça ça ne s'invente pas. Après les outils existent, il suffit d'aller les chercher. Donc quand on ne collecte pas. Voilà. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire que on dit que l'Afrique est pauvre. En fait, l'Afrique est pauvre de ressources non collectées.
Quand par exemple, je vais peut-être mettre le doigt sur des étudiants qui fassent, quand vous ne payez pas de taxes foncières ou des choses comme ça, après, c'est difficile que les collectivités publiques aient des ressources. Comme, voilà, donc. Et pour revenir sur le secteur de la musique, effectivement, moi, je ne saurais vous répondre de comment est-ce qu'on collecte. Quand vous faites un événement, oui, vous avez une facture de but au drap, mais c'est sur la base de quoi, ça? Maintenant, quand vous êtes un hôtel, quand vous êtes une radio, etc., oui, vous devez payer au but au drap, mais voilà. Si on n'a pas un outil de collecte efficace pour dire, vous avez joué telle chanson de telle personne. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone sur Shazam. Voilà. Ça veut dire qu'il y a des outils qui sont capables, de façon avec intelligence artificielle et tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, de vous dire, sur une année, telle radio a joué telle chanson un certain nombre de fois, etc. Voilà. Si ces outils ne sont pas... C'est compliqué à mettre en place, ces outils-là? Je suppose que la solution existante, ce n'est pas une question de compliqué, c'est juste pour moi une question de volonté, c'est tout. Manque de volonté politique. C'est vous qui le dites, hein, mais je dis juste que, est-ce que c'est la volonté politique qui se traduit dans le but au drap, mais toujours est-il que, voilà, si ce n'est pas collecté, ça ne peut pas être distribué. Parlant de politique, justement, mais en restant dans le cas de la culture, nous notons manque de salles, manque de scènes. Est-ce que le Togo a véritablement une politique très claire en matière d'art au Togo? Ah, ça, il faut poser la question à qui de droit. Oui, mais vous êtes quand même un observateur. Il y a des choses qui sont faites. Maintenant, je voudrais relativiser. Le secteur artistique se plaint d'un certain nombre de choses. Je voudrais, mais vraiment, très sincèrement, relativiser. J'ai déjà bien souvent entendu dire, par exemple, en France, qui est un pays développé, qui fait partie des 10 pays les plus développés au monde, que la proportion de la culture devrait être de l'ordre de 2% du PIB ou du budget national, je ne sais plus trop. Et ils s'en plaignent parce que ce n'est pas assez. À part les États-Unis, où réellement l'industrie culturelle est totalement florissante. Quand je vous dis que dans un pays développé comme la France, on se plaint que le budget de l'État alloué à la culture n'est pas suffisant, vous pouvez donc imaginer que dans un pays africain en voie de développement où tout est urgent et tout est prioritaire, forcément, l'art ne va pas être la première priorité. Voilà, il faut manger, il faut être en bonne santé, il faut de l'éducation. Donc forcément, je pense que l'art va venir après. Et dans la pyramide de Maslow, je pense que bon, justement, besoins primaires et élémentaires vont passer avant. Puisque vous avez fait un parallèle avec la France, ça m'amène quelque part à rappeler que ici, pour cette année, par exemple, le Fonds national de promotion de la culture, après moult réclamations, octroie par exemple 300 millions de francs CFA pour 647 projets, ce qui fait un ratio de 400 000 francs par projet. Mais est-ce que les autorités en charge de la culture connaissent réellement les défis du monde culturel auxquels font face les acteurs culturels? Encore une fois, je pense qu'en remettant dans l'ensemble des difficultés, tout est prioritaire. Et dans un pays qui a des ressources relativement limitées, bon, là, ne serait peut-être pas inscrit sur la première ligne, c'est pas sur la seconde. Voilà. C'est vrai. Maintenant, c'est quand je prends la question du fonds d'aide à la culture, ou comment vous l'appelez maintenant? Maintenant, c'est le Fonds national de promotion de la culture. Aujourd'hui, au moins, il a le mérite d'exister. Ce fonds n'a pas 10 ans. Donc, ça veut quand même dire que on a pris conscience du fait qu'il fallait mettre une ligne pour cela. Donc, je pense qu'il faut d'abord regarder. Quand vous dites ce genre de choses, je pense souvent à des propos que le chef de l'État disait lors d'une campagne à Vaughan où j'étais, où il dit, bon, on a fait la route maintenant jusqu'ici. Ceux qui sont à 5 kilomètres disent, bon, la route est venue jusqu'ici, maintenant tirez-la vers nous. C'est légitime. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle le progrès. Effectivement. Donc, saluons le fait que le Fonds d'aide à la culture traduit, on va dire, une volonté de faire mieux les choses. Maintenant, forcément, ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on prend la mesure de l'importance de la culture? Je dirais oui. J'ai la chance, on va dire, d'avoir une certaine proximité avec de très hautes personnalités de l'État, où je peux donc dire qu'il y a forcément beaucoup de bonne volonté. Maintenant, il faut gérer des priorités, il faut gérer des urgences. Et puis, bon, voilà, quand vous direz la culture a des problèmes, forcément, les enseignants ont des problèmes, les médecins ont des problèmes, les architectes ont des problèmes, les journalistes en ont aussi. Donc, forcément, donc nos pays sont dans des conditions où tout est sous tension, tout est urgent, tout est pressé. Tout est à faire. Je rappelle quand même aux téléspectateurs que, en termes de classement, les simples gros budgets de l'année, en tout cas, il n'y a pas le ministère de la Culture et du Tourisme dedans. C'est juste ça veut dire que vous avez fait un travail d'investigation qui vous honore. Ça veut aussi dire, et je pense qu'il faut le dire, bon, n'ayons pas honte de le dire, je pense que si je devais gérer mes priorités,
peut-être que la culture et l'art ne seraient peut-être pas dans les 5 premières. Oui, mais c'est pas de la faute dans la culture. C'est de la faute au fait qu'on est dans un contexte où il faut manger, être en bonne santé, vivre, et puis bon, oui, avoir le privilège d'aller faire la culture. Et donc, il faut reléguer l'art en dernière position. Certainement pas en dernière position, mais ça va être difficile que l'art soit en première position. Bon, après, voilà, bon, il suffit d'aller lire le plan quinquennal, la feuille de route, pour savoir où ça se trouve dedans, forcément. La feuille de route gouvernementale. Ouais. Alors, il y a eu pour cette année un budget de 3,7 milliards pour le ministère du Tourisme et puis de la Culture, 2 milliards, soit 58% pour le volet tourisme, et puis 1,7 pour le volet culturel. Et sur les 1,7 milliards pour le volet culturel. Et sur les 1,7 milliards, il y a 300 millions qui sont alloués pour le fonds de promotion, Fonds national de promotion pour la culture. Bon, la question qu'on pourrait se poser légitimement, c'est de savoir les 1,4 là, ça sert à quoi finalement? Parce qu'au moins ça, il y a une communication autour. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi ces fonds peuvent? Réellement, c'est une question aussi précise et aussi spécifique. Il faudrait demander soit aux finances, soit à la culture, au tourisme, comment cela est réparti. Non, je ne suis pas dans le secret des dieux par rapport à ce genre de choses, mais ça veut juste dire que voilà, des ressources sont allouées, ce n'est forcément pas suffisant, mais ce secteur n'est pas le seul à solliciter des ressources. Et je pense que ceux qui attribuent les ressources sont de vrais équilibristes, parce qu'ils doivent gérer, dans le cadre d'un pays comme le nôtre, des ressources qui sont relativement réduites pour des besoins qui sont immenses. Donc voilà. Alors c'est normal, c'est de bonne guerre que chacun dans le département, dans la position où il est, tire le bras de son côté. Et je pense que ceux qui doivent arbitrer, arbitrer. Voilà. Patrick, voilà. Ailleurs, on parle de véritables industries musicales. Alors ici, on peine à voir des investisseurs qui acceptent d'investir dans la carrière des artistes, à part quelques mécènes connus du grand public comme Dr. Kodorm, par exemple, et bien d'autres. Alors, comment s'explique le fait que les gens n'aiment pas investir ici dans la carrière des artistes? Bon, moi je dirais juste à vue de nez que c'est une question d'écosystème. C'est tout un ensemble de choses. Quand on investit dans un secteur, on attend un retour sur investissement. Voilà. A priori, quand un mécène il met à fond perdu. Voilà. Mais quand on investit, ça va supposer qu'on attend un retour sur investissement. Donc, cet écosystème étant relativement embryonnaire, c'est encore une fois dans tous les pays, à part les États-Unis et quelques autres grands pays, je peux vous dire que même on parle d'intermittents du spectacle dans un pays comme la France. Je parle souvent d'exemple de la France parce que parlant français, c'est peut-être loin de chez nous ces exemples là. Oui. Il y a le Nigeria, il y a la Côte d'Ivoire. Apparemment, ça bouge un peu. Il y a le Ghana à côté. Oui, effectivement, il y a des paliers au-dessus. Et donc après, c'est tout un ensemble, on va dire, de taille du marché. Moi, je salue aussi la naissance de tout un paysage qui s'améliore de plus en plus. Le film Ahoué, le film Aqua, je pense, qui sont des initiatives de web-séries qui illustrent le fait qu'une certaine vitalité, voilà, donc le monde artistique n'échappe pas à l'écosystème dans lequel on est. Moi, je vous demanderai pas votre salaire, mais je suis sûr que dans un pays développé, vous aurez eu 1 ou 2 zéros en plus par rapport à ce que vous percevez aujourd'hui. Pareil pour moi sur mon activité. Donc, par contre, quand je parle d'écosystème, vous savez, il y a des choses que je dis souvent en off, mais que je vous dis aujourd'hui. En tant que promoteur, je n'organiserai jamais de dîner-spectacle. Vous pouvez me demander pourquoi, je vous répondrai. Pourquoi? J'estime qu'un dîner-spectacle, il vaut mieux que ce soit un restaurateur qui l'organise. Parce que c'est le restaurateur qui se fait du pain béni. Pourquoi? Parce que dans notre contexte, vous allez organiser un dîner-spectacle, vous organisez un événement de tout genre. Il y a des tickets d'entrée à 100 000. Peu importe. Dans d'autres pays, les gens qui vont vouloir être en première place, ils vont mettre un point d'honneur à payer. Dans notre pays, vous allez donner des invitations. Quand vous en donnez 5, on vous en demandera encore 5. Donc, dans notre pays, beaucoup de gens qui veulent être dans des places d'honneur veulent y être avec des cartes d'invitation et non en achetant des tickets plein pot. Donc, ça devient compliqué. Et je trouve que c'est d'autant plus injuste que bien souvent, je dis bien souvent, ces personnes qui font ce genre d'exigences et qui parfois, bien souvent, se trouvent en situation aussi de décider des cachets qu'ils tirent vers le bas. Moi, je leur dis simplement, vous avez un salaire confortable, vous avez une assurance maladie confortable, vous avez une retraite confortable,
vous avez des capacités à vous faire soigner, à vous faire évacuer au besoin, etc., etc. Mais vous oubliez que dans le monde de ce qu'on appelle les intermittents de spectacle ou d'autres ou dans le domaine de l'art, par exemple, celui que vous payez à 5 millions ou à 10 millions, ok, derrière, il a des charges, il a un manager, il a un staff à payer, etc. Il a surtout, on va dire, sur ce cachet ponctuel qui peut durer, peut être très court dans le temps, il faut qu'il fasse passer tous ses charges, qu'il organise sa vie, qu'il vive décemment, qu'il vive sa retraite, etc. Comme présentateur, moi, je me suis rendu compte que les gens voulaient que vous ayez une belle image, mais ils sont pas prêts à vous payer le cachet qu'il faut pour ça. Et j'ai souvent dit à des artistes en off que mon niveau de vie, il n'est pas dû au fait que je sois présentateur. Présentateur, c'est pour avoir les clés, être à tuer à quoi avec un certain nombre de personnes. Mais 80% de mes revenus, c'est sur le bâtiment, c'est dans le ciment. Je ne m'en cache pas, je l'assume pleinement. Et je dis, mon niveau de vie, il est du fait que j'ai à la fois une entreprise de construction, je suis architecte, etc. Je suis dans le domaine on va dire de la communication. Donc c'est tout ça mis ensemble qui me permet, on va dire, de tenir la tête hors de l'eau. Quoi, de temps en temps, tu replonges un peu, tu manques de te noyer et puis tu te dis bon voilà quoi. Donc j'aime bien la formulation qui parle de pays émergents. Ça veut surtout dire que nous là on est totalement immergés. Si certains veulent être émergents, ça veut dire que nous on est noyés sous l'eau. Voilà. Est-ce à dire que les gens qui regardent par exemple quelqu'un, pour prendre votre exemple, plus on est dedans, les gens qui regardent par exemple Patrick Aminda de loin et qui disent je veux être comme Patrick. Moi, je le souhaite, mais je ne m'en cache pas. Hein. Je le dis et je le répète. Oui, mais ça veut dire que ils n'ont pas pris les bonnes informations parce qu'ils estiment que vous vivez peut-être de la présentation et autres. Ah on vous paye combien comme cachet? Quand vous le dites. Et même les artistes, je suis souvent en situation, on va dire, de discuter pour des artistes sur des événements. Et puis, vous annoncez un grand nom. Je vous dis 10 millions. Pour venir chanter 30 minutes, j'ai dit, mais oui, vous payez 10 millions aujourd'hui, mais ça, c'est parce que c'est chez nous. Si vous faites venir un Nigérien, vous en parlez, il va vous demander 50 000 $. Quand on a fait venir Chris Brown, je pense, à Abidjan, au moment des Cora, à un moment donné, il a demandé 1 million en dollars. Convertissé aujourd'hui, on est dans les 600 millions de francs CFA, sans compter, il vient jet et tout ça, voilà. Donc, l'industrie vaut ce que ça vaut. Et donc, les personnes qui vont malheureusement tirer vers le bas n'ont pas le recul suffisant pour se rendre compte que, dans les 5 millions que vous payez un artiste, dans les 3 millions, dans le million que vous payez un artiste, il en a un ou deux. C'est son principal revenu parce que combien génèrent les droits d'auteur, combien sont perçus, combien sont reversés? Posez la question aux artistes, ils vous répondront. Mais en général, c'est des montants plutôt dérisoires. Donc après, vous faites très bien votre travail d'investigation, approchez-vous du Vitodra et regardez les chiffres, il y aura de quoi pleurer. Monsieur Aminda, on assiste ces dernières années à plusieurs concerts gratuits où les artistes sont pris en charge directement par des structures dont on ignore un peu la source du financement. Le public, quant à lui, vient et accède à ce concert-là gratuitement. Est-ce que vous pensez que c'est de nature à favoriser ou à encourager l'éclosion d'une industrie musicale qui peine justement à émerger, pour reprendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure? Je pense que c'est une solution, on va dire, pour un temps soit peu redistribuer. Donc, la vocation et la volonté derrière, elle est extrêmement saine. Est-ce qu'elle est bonne? Maintenant, est-ce que cela suffit? Est-ce que cela est régulier? On en attend toujours plus. Ali Guèze, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, disait Gafoformu Jonasson. Et Jonasson, voilà. Donc oui, bien sûr, ça rentre dans quelque chose une volonté louable. On va dire d'apporter quelque chose. Mais c'est pas viable, c'est ça? On peut pas construire un modèle sur ça. Parce que c'est relativement ponctuel, c'est tout. Bon, après, la volonté, encore une fois, comme je dis, elle est louable, mais le sujet devrait être plutôt quelque chose de plus régulier. Et c'est en ce sens que, en tout cas, les pays développés se basent énormément sur un système efficace de collecte de droits d'auteur pour avoir une redistribution. Ça permet aussi derrière d'avoir, parce que je ne sais pas si c'est fait ou si c'est juste, aujourd'hui, avec la volonté clairement exprimée après la mise en place de quelque chose comme l'INA, mais aujourd'hui de l'AMU, la volonté va être justement l'AMU qui a peu volonté, on va dire, de couvrir les plus vulnérables. C'est aussi, de couvrir et en tout cas d'assurer une certaine solidarité. Donc, ça devrait pouvoir couvrir toutes ces personnes-là qui sont relativement. L'AMU est un autre dossier, rassurez-vous, qu'on va pas évoquer avec vous dans d'autres émissions, quand même. Oui, bien sûr. Mais encore une fois, pour ce que j'en sais, la volonté derrière l'AMU
L'assurance maladie universelle, justement, c'est une certaine solidarité pour des couches vulnérables pour avoir accès à des soins de qualité. Maintenant, mais dans l'eau, en fait, même pas, on en parlera dans d'autres Non, je m'excuse. Tellement pas avec nous. Non, pas avec moi, voilà. D'accord. Alors, à part King Messan et tous fans qui ont percé dans la musique ces dernières années, est-ce que les autres artistes togolais prennent vraiment la mesure de la situation pour se doter des moyens qu'il faut pour pouvoir percer? Parce que le tout n'est pas seulement que de tirer sur tout le monde, etc. Est-ce que eux-mêmes, ils en sont conscients? Moi, il y en a qui tirent sur tout le monde. Oui, mais non, eux-mêmes, ils sont en train de dire que Douarblin, etc. Non, Edouard Blais, ils chantent leur mal-être et leurs difficultés, et c'est normal. Je pense que c'est des baromètres de la société. Sur ce que vous avez ajouté, ce que vous avez cité, il faut juste saluer leur mérite, hein, parce que c'est tiré vers le haut à la force de ses poignets. Je regardais juste sur TikTok aujourd'hui une danse de zombies qu'ils viennent de créer encore. Bon, je suis tombé juste dessus par hasard. Je crois que j'ajouterais aussi facilement Santrinos qui effectivement se tire aussi vers le haut. Maintenant, il faut attendre dans la durée pour apprécier, pour Santrinos. Oui. Les artistes s'en plaignent, c'est compliqué pour eux, mais c'est aussi ça, les pays en voie de développement. C'est compliqué pour tout le monde. Si on vous donnait, si on vous donnait les salaires de ceux qui sont dans le secteur médical, par exemple, il y aurait quoi pleurer. Mais partout. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va vous donner le revenu moyen, aujourd'hui, le SMIC est de 52 000. S'il faut vivre avec 52 000, scolariser les enfants, payer un loyer dans Lomé, c'est chaud. Donc, effectivement, les artistes n'échappent pas à cet écosystème. Bien sûr, parce qu'ils sont exposés, parce qu'ils sont des stars, ils ont une certaine obligation d'image, bien sûr, il faut tenir leur rang. C'est peut-être un peu plus compliqué pour eux pour cette raison-là. T'as s'endetter peut-être pour ça. C'est un modèle qui est pas viable. Donc, à partir du moment où on arrive à avoir un certain nombre de vues sur YouTube, à avoir un certain nombre de crédibilité, on obtient un visa, on prend un visa pour séjour, on est censé faire moins de 90 jours et puis on disparaît dans la nature. Après, on s'arrange d'une façon ou d'une autre, on trouve un conjoint, on fait comme on peut et puis bon, on finit par régulariser ses papiers. J'en profite pour dire, dans certains pays, on peut régulariser à un moment donné, en Europe notamment. Si vous faites cette erreur aux États-Unis, vous allez passer 50 ans, vous ne serez pas régularisé. Donc faites gaffe. Si vous voulez disparaître, certains pays, ils sont plus perméables que d'autres. Aux États-Unis, c'est une super mauvaise idée. Si je suis votre raisonnement, la musique devient une zone de transit maintenant pour partir tout simplement. C'est plus un constat qu'autre chose. Quoique j'ai entendu cette dire clairement que lui, il va nulle part. Moi, je lui souhaite. Je ne lui souhaite. Mais je pense que beaucoup de ceux qui sont partis, c'est aussi un certain dépit. Mais sur la question de la fuite, qu'on voit peut-être de façon très visible sur les artistes, parce qu'on s'en rend compte assez vite. Moi, il y a un autre sujet peut-être qui me fend vraiment le cœur, qui est pas qu'un problème togolais, hein, ne nous voilons pas la face. Est-ce que nos pays, on va dire en voie de développement, se rendent compte de l'immense gâchis que constitue quelqu'un? Je prends le cas du Togo où on a aujourd'hui les cantines scolaires, School Assure, l'école gratuite, un certain nombre de mécanismes qui sont mis en place, où on forme quelqu'un qui va, même des universités publiques à Lomé et à Kara, quelqu'un qui, vous imaginez un arbre qu'on a planté, qu'on a arrosé, etc. Au moment où on a planté du pluie, ouf, il s'en va, la nouvelle filière, le nouvel Eldorado, c'est le Canada. C'est un peu comme pour les médecins, surtout ces derniers temps. Et pour le corps médical, il y a un site, moi, ça me dit, mais ça me fend le cœur. Et ce qui me fend encore plus le cœur, autant j'ai l'impression que les Européens quantifient tous ces phénomènes. Et je puis vous dire, quand ils quantifient, l'immigration, pour eux, aujourd'hui, c'est un besoin vital. Mais ils nous fatiguent au moment où on demande les visas, ils font semblant, etc., etc. Mais nous, à l'opposé, est-ce qu'on quantifie la perte que cela représente pour avoir, dans certains secteurs, comme vous l'avez dit, le secteur de la santé, pour avoir des mécanismes incitatifs pour que les gars restent? Moi, quand je regarde le niveau de vie d'un interne des hôpitaux, quand il faut aller à l'école pour 9 années, et puis continuer à prendre le zénith, je suis désolé, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir, je sais pas, à leur sortie, des crédits à taux zéro, des prêts incitatifs pour s'installer, et puis de bonnes conditions de vie, des rétributions de façon, j'en sais rien, mais... Assez d'interrogations. J'aurais aimé qu'on poursuive, mais en 30 secondes, je voudrais savoir si ça continue comme ça, quelle sera la suite pour le pays en 30 secondes, pour conclure. Non, nos pays ont la chance, la vitalité d'avoir une très forte natalité.
Donc, même s'il y a de la fuite, on a quand même l'impression que ça produit encore pas mal un certain nombre de choses. Mais je reste convaincu que tous ces défis, et on a commencé par celui-là, la fuite des artistes, etc., la fuite des cerveaux, au moins ne serait-ce que par secteur, en fonction des priorités que l'on définit, il serait quand même bien que dans certains secteurs, on ait de vraies mesures incitatives pour qu'un certain nombre qu'on n'ait pas de la fuite. Et pour les artistes notamment, je pense vraiment que ça passe par une collecte des droits d'auteur qui est une case à laquelle on ne peut pas déroger. Patrick Amenda, merci. Merci à vous, merci à vos téléspectateurs. Merci à vous. Vous avez constaté, l'invité d'aujourd'hui, il est spécial, il va tantôt arriver, il revient. C'est ça quand on est super éloquent. Eh bien, j'espère que la prochaine fois, on aura encore un gars super éloquent comme M. Amenda. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse le peuple togolais. À la prochaine fois. Vous avez suivi l'émission Écho du Togo avec l'École supérieure des affaires ESA. ESA, le label des diplômes de qualité.